Mesdames, Messieurs, bonjour. Deuxième workshop en ce qui me concerne. Frédéric Danet pour vous servir, journaliste, écrivain sur questions d'environnement et biodiversité. Et là, on en arrive aux abeilles. Par quel mystère les abeilles ont-elles un lien avec la vigne? On va voir ça tout de suite avec mes 4 invités. Tout d'abord, je voudrais remercier Monseigneur de nous faire l'honneur d'être présent à cet atelier. Merci. Pour en parler, Thierry Dufresne, qui a été qualifié un jour par le Figaro de sauveur des abeilles. On va voir pourquoi. Pourquoi vous êtes le fondateur et président, vous avez raison, sans doute, de l'Office français d'apidologie. Nicole Rollet, vous êtes fondatrice du Château, Chêne Bleu. Voilà. Clara Ami, où êtes-vous? Vous êtes là cachée derrière. Vous êtes la directrice technique du réseau Biodiversité Abeilles. Et Véronique Robert, vous êtes la responsable stratégie biodiversité et paysage. Pardon? Véronique Bonnet. Qu'est-ce que j'ai dit? Robert. Non, j'ai dit Robert. Oui. C'est pas possible. C'est un acte manqué. Je ne sais pas à qui je pensais. Véronique Bonnet, donc, Moët-et-Chandon. Thierry Dufresne. Alors déjà, en quelques mots, l'Office français d'apidologie, c'est un centre de recherche, c'est un centre de culture scientifique, c'est tout ça à la fois? L'apidologie, ça veut dire l'étude du comportement des abeilles. Donc c'est un centre qui est installé dans la Sainte-Baume, donc dans ce merveilleux pays de Provence, où on étudie les raisons pour lesquelles certaines abeilles se portent bien et certaines autres abeilles se portent mal. On étudie ça par des constats permanents sur les 65 ruchers que nous avons en France. Et puis, de ces constats, on essaye d'en avoir une explication scientifique avec nos scientifiques au sein de notre laboratoire de la Sainte-Baume. Et après, on essaye de former des jeunes à l'apiculture, on essaye de sensibiliser, et j'ai proposé tout à l'heure, pour laisser une petite empreinte ici, à Patrick de Carolis, le maire d'Arles, de pouvoir faire dans les 39 écoles d'Arles des sessions de formation des jeunes. Et je crois que c'est très important dans tout ce qu'on fait de penser aussi à la sensibilisation qu'il doit y avoir derrière. Et c'est formidable d'ailleurs d'avoir cette retransmission qui se fait en parallèle pour que ce soit uniquement pas les apifioux qui sont ici qui en profitent. Et puis, nous avons des grands programmes de recherche en partenariat avec la faculté de pharmacie de Marseille, et en particulier sur l'utilisation de la propolis, qui est un des antiseptiques les plus puissants, un des antifongiques les plus puissants. Et on fait des expérimentations ici, dans ce merveilleux endroit qui était la Chassagnette et qui appartient à la Fondation Louma, et puis également chez NC et chez Galoupet, pour voir l'importance de l'abeille pour la vigne. Juste un petit mot, je ne vais pas être trop long, mais juste un petit mot. Je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est qu'en 1974, j'avais 19 ans, un certain René Dumont se présentait pour la première fois. On l'a souvent cité pendant cette campagne présidentielle. À l'élection des candidats à la présidence. C'était il y a 48 ans. Et quand j'avais 19 ans à cette époque-là, je l'écoutais, c'était un agronome, et il disait ce que nous nous disons tous aujourd'hui ici. Et je voudrais qu'on prenne vraiment conscience dans ce qu'on fait, que le terme transition écologique, il est un peu dépassé. La transition, ça veut dire qu'on va avoir le temps devant nous. Or, nous n'avons plus le temps devant nous. Je vais donner un autre exemple. Il y a 30 ans, François Lemarchand, qui était le créateur de Nature à découverte, publiait le premier rapport de développement durable. René Dumont, 2 générations. François Lemarchand, 1 génération. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on prenne tous une grande décision qui est de dire comment la prochaine fois, on va parler essentiellement de ce qui est mesurable, c'est-à-dire des résultats qu'on peut apporter les uns et les autres. Alors, mesdames, messieurs, je me permets de vous rappeler qu'il faut que vous ayez les écouteurs pour bien entendre, car il n'y a pas de retour, il n'y a pas de haut-parleur. Si vous voulez percevoir toutes les subtilités de notre discours, merci Thierry Dufresne, on peut rajouter que faut-il parler encore de développement durable ou de développement viable, vu l'urgence en certains domaines. En tout cas, quel lien, Clara Ami, vous faites entre... on n'associe pas spontanément le monde des abeilles à celui de la vigne, qui a priori n'a besoin de personne pour faire ses grappes. Détrompez-moi. Eh ben, là, on a un exemple concret, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment dans la thématique du sol en plus ici. Et oui. Et moi, dès qu'on parle du sol, moi, tout de suite, je vais passer aux abeilles et aux abeilles sauvages et celles qui sont terricoles. Parce qu'on a plus terricoles, c'est-à-dire qui font leur nid, qui vivent dans le sol. C'est ça. Et on a à peu près 1000 espèces, un peu plus de 1000 espèces en France d'abeilles sauvages. Chez ces abeilles sauvages, on a quasiment plus de 70% qui vivent justement dans le sol, qui ont besoin du sol pour nidifier. Il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages et on se concentre sur une seule, l'abeille domestique. On parle beaucoup de l'abeille domestique, effectivement. Peut-être un peu trop, et on a tendance à oublier les 1000 autres, en fait, alors qu'elles sont d'autant plus
quasiment plus importante, même en termes de pollinisation, qu'uniquement l'abeille domestique. Et nous, c'est ce travail-là qu'on fait. On travaille sur l'abeille domestique, mais on travaille énormément aussi sur les pollinisateurs sauvages. Et c'est ce qu'on a fait justement en partenariat avec Mouette et Chandon pendant 4 ans, où on a travaillé sur les pollinisateurs sauvages et notamment sur les abeilles sauvages, pour connaître le potentiel d'un vignoble en Champagne et savoir comment on pouvait améliorer justement ce potentiel et comment on pouvait ramener cette biodiversité en pollinisateurs sauvages, en abeilles sauvages et indirectement, du coup, on a travaillé indirectement sur les sols aussi. Ça, d'accord. Mais je vous repose la question, quel est le lien entre la pollinisation par les abeilles et les vignes qui, a priori, n'en ont pas besoin ? Alors, en soi, effectivement, les vignes n'en ont pas besoin, mais par contre, il y a la biodiversité existante sur les vignes est importante, puisque quand on ramène de la biodiversité au niveau des vignes, on va ramener aussi des pollinisateurs sauvages. Et dans ces pollinisateurs sauvages, on a aussi beaucoup d'auxiliaires de culture qui font partie de ces pollinisateurs, qui peuvent être utiles justement. Les auxiliaires de culture qui vont manger ce qui abîme les vignes. C'est ça, tout ce qui est ravageur de culture. Donc le lien est... Les nématodes, les limaces, ce genre de choses, non ? Plutôt tout ce qui est type puceron, cochenille. D'accord, puceron, cochenille. Ok. Je pensais qu'il suffisait d'avoir juste des arbres assez hauts pour avoir des rapaces, mais non. Comment ? Je pensais qu'il suffisait d'avoir des arbres juste assez hauts pour avoir non pas des rapaces, mais des oiseaux pour aller manger ces... Non, des insectes suffisent comme auxiliaires de culture. C'est tout ça, d'accord. Mais les auxiliaires ont un grand rôle à jouer, en tout cas en termes de ravageurs dans les vignobles. En tout cas. D'accord. Véronique Bonnet, je vous ai vu tiquer quand j'ai porté un doute, une hypothèse sur le lien entre les abeilles et la viticulture. Vous avez besoin des abeilles pardon. Alors. Excusez-moi. Ticket, oui et non, parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, quelque part, la vigne n'a pas forcément besoin des abeilles, des pollinisateurs pour assurer sa fécondation, mais ça fait partie de cet environnement. Et quelque part, les pollinisateurs sont aussi une sorte de sentinelle de l'équilibre du milieu, de l'équilibre écologique. Donc c'est aussi des indicateurs d'un bon état écologique ou pas. Tout à fait. Donc c'est vraiment aussi important que, j'ai envie de dire, nos vignobles, nos terroirs soient aussi contributeurs pour cet équilibre-là et que les pollinisateurs trouvent aussi leurs ressources, leurs gîtes, leurs couverts dans nos terroirs. Mais ce que nous dit Clara Ami, la plupart des espèces d'abeilles sauvages vivent dans le sol. Le sol, il est globalement très travaillé, où il l'était dans les vignobles. Ça veut dire que vous interdisez de labourer, de travailler le sol ? Il y a une révolution complète qui s'opère, notamment en Champagne, sur toute la gestion des sols. Et effectivement, on part d'une époque où, effectivement, j'ai envie de dire, la norme, c'était de ne pas avoir d'herbe dans les vignes. Grâce à la période des herbicides. Et puis, effectivement, aujourd'hui, ça, c'est une période qui est révolue, puisqu'on a effectivement fait un gros travail pour bannir l'utilisation des herbicides. Et aujourd'hui, on est en train de travailler l'étape d'après, enfin celle qu'on est encore en cours, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut finalement réussir à travailler nos sols en étant le moins intrusif possible, en remuant le moins possible la terre, avec des essais sur des couverts végétaux. Donc, c'est vraiment tout ce travail-là de l'agriculture régénérative, des couverts végétaux, qu'on est en train d'explorer actuellement. D'accord. Madame Rollet, en termes de production, on a un meilleur rendement, on augmente sa production quand des abeilles, des pollinisateurs sont sauvages, ou c'est juste le fait qu'ils soient là, c'est un bon indicateur de bonnes pratiques agricoles ? Est-ce qu'il y a un impact économique ? Tout à fait. Nous, on a commencé très tôt avec l'introduction d'abeilles parce qu'on était au cœur d'une biosphère et 1400 espèces de papillons, etc. On a travaillé sur beaucoup de fronts. Mais pourquoi l'abeille ? Bon, déjà, mon mari était apiculteur depuis un jeune âge et c'était partie de l'ADN un peu authentique de notre histoire, mais en plus, l'abeille est un symbole, bien entendu, de tout l'environnement qui est très accessible, en fait, parce que l'abeille a déjà subi un rebranding. Je crois que même dans ma jeunesse, on avait peur des abeilles. Ensuite, elles sont devenues un symbole de tout ce qui est naturel, etc. Et maintenant, c'est carrément l'industrie du luxe qui a pris ça entre Gucci, Guerlain, etc. Donc, c'est très accessible pour les gens de comprendre et de s'intéresser aux abeilles. Donc, c'est ça qui nous a porté à faire de la recherche spécifiquement autour de l'abeille. Et c'est là qu'on a découvert cette recherche existante très intéressante qui montre deux choses fondamentales. La première, c'est que même si c'est vrai que le Vitis vinifera n'a pas besoin d'abeilles pour sa reproduction,
on peut augmenter les rendements jusqu'à 30% avec l'introduction d'abeilles. Ça, c'est déjà extrêmement intéressant parce que ça commence à attirer l'attention. 30% sur une parcelle d'études dans un cas particulier ou c'est général? C'est de la recherche publiée, D'accord. donc ils ont fait suffisamment de protocoles pour pouvoir l'annoncer scientifiquement. Et ce qui est intéressant à l'intérieur de ça, et justement, j'espère que ça attirera l'attention même des vignerons qui ne sont pas aujourd'hui déjà convaincus comme beaucoup de gens ici, c'est que dans ce processus, ils ont comparé les coûts de production de ce vignoble avec les coûts de l'agriculture en conventionnel. Et je reviens à ce que disait Thierry, ce mot qui est très attrape-nigo parce que ça fait sembler que tout le monde est d'accord que c'est une bonne chose. Mais bon. Et là, même avec l'apiculteur, on économise de l'argent et déjà on peut commencer à parler de marge et d'économie. Et là, ça devrait commencer à intéresser Alors aussi. Pourquoi les viticulteurs ne font-ils pas tous la même chose? Et ça viendra, j'espère, parce qu'aujourd'hui, il faut montrer toute la chaîne. Et pour revenir à la question des sols, c'est vrai qu'il y a les abeilles sauvages, mais ce qui est intéressant des abeilles domestiques, entre guillemets, parce que ça reste quand même des animaux sauvages, c'est qu'on peut carrément montrer avec l'avant et après, parce qu'on peut les amener, on peut les enlever. Ça, c'est beaucoup plus facile que dans le cas des pollinisateurs sauvages, où c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Et pour ça, ça reste aujourd'hui, je crois, un outil parmi d'autres pour convaincre ces pauvres viticulteurs qui veulent changer mais qui ont peur de cette transition à rentrer dans une phase importante qui est le rôle des abeilles par les sols. Et donc, nous savons tous que les abeilles aident à la diffusion de ces fameuses couvertures végétales parce que 80%, 90% sont en pollinisation croisée. Mais nous savons aussi que ça permet de faciliter la croissance des micro-organismes dans les sols, comme on a vu aujourd'hui, les circuits de rhizomes, etc. Donc tout le monde sait maintenant, j'espère, en tout cas tout le monde ici, sait que ça c'est bénéfique pour les sols. Mais la troisième partie, c'est que dans le processus de ces micro-organismes de nourrir les plantes et de les protéger, il y a la partie spécifique, je pense, au monde de la viticulture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va affecter le goût du vin et le goût du terroir. Et dans les dégustations géosensorielles, on peut déjà voir cette différence dans les vins qui viennent d'un terroir, qui n'ont pas eu l'apport des produits chimiques, etc. Et là, on rentre dans la troisième phase qui est, je pense, super intéressante, j'espère, pour tous les vignerons, qui est qu'on peut mieux valoriser son vin. Ça devient un vin de terroir, un vin de discussion qui reflète l'endroit, etc. Ça, on peut le vendre plus cher, on peut avoir l'attention des critiques, etc. Et donc, on a économisé de l'argent d'un côté et on peut mieux valoriser le vin de l'autre. Donc, c'est là le nœud de la guerre, je pense, pour le rôle de l'abeille qu'il faut vraiment approfondir et pouvoir prouver, pas seulement chez un vigneron ou un autre, mais carrément faire des protocoles qui peuvent être appliqués partout. Et nous sommes à la recherche de vignerons qui veulent bien se rendre volontaires, qui n'utilisent pas les abeilles aujourd'hui et qui veulent bien faire des before and after. Et grâce à l'excellent travail de Thierry et de son équipe, on est aujourd'hui dans une position de pouvoir beaucoup mieux quantifier ces résultats. Alors vous avez 150 hectares, près du Mont Ventoux, en dessous de Vaison-la-Romaine. Vos deux premières bouteilles s'appelaient Héloïse et Abélard, c'est ça? Tout à fait. Et les suivantes? C'est Astralabe, le fils d'Abélard et Héloïse dans l'histoire réelle, et Alio, qui est un ancêtre de la propriété, etc. Donc tout est lié. Et vous parliez de goût, je me souviens d'une méta-analyse publiée dans Nature qui montrait que l'humanité serait sensible à un nouveau goût qui serait celui des pesticides. Le cerveau aurait associé les pesticides, sans qu'il sache qu'il en goûte, à un goût particulier. Ça reste à démontrer. Thierry Dufresne, par quel miracle on arrive à 30% de rendement en plus parce qu'on a quelques terriers d'abeilles sauvages dans le sol ou quelques ruchers entre les vignes? Je vais essayer d'être factuel sur la réponse, avec une petite précision avant. Oui. On ne devrait plus jamais dire domestique ni sauvage. On devrait dire solitaire, celle qui est dite sauvage, et sociale pour celle qui est dite domestique. Vous dites que c'est une démocratie, le monde des abeilles. C'est une démocratie. Et effectivement, ce qui est intéressant quand on étudie l'impact des abeilles, c'est de connaître d'où elles viennent, leurs antécédents, et ensuite leur descendance. Donc il n'y a pas de relative combat entre les deux. Et quand on parle d'abeilles, d'ailleurs, je voudrais qu'on dise qu'on parle de tous les pollinisateurs en règle générale. Ce qui est bon pour les uns est bon pour l'ensemble.
Dans les faits factuels sur les études que nous menons, aujourd'hui, lorsqu'on fait une pollinisation dite dirigée, parce que l'important, c'est que quand on arrive aujourd'hui dans un domaine viticole, où, Dieu merci, la biodiversité est en train de revenir, elle a été pendant très très longtemps un champ désertique, et on le rappelait ce matin dans ce workshop que tu as organisé sur la reforestation. Donc lorsqu'on amène des abeilles, on se rend compte que finalement leur impact premier est de favoriser le fait de faire sauter le petit capuchon floral qui se retrouve sur l'étamine lorsqu'elle pousse. Ce capuchon floral, lorsqu'il ne saute pas, parce que le temps est un peu humide, parce qu'il a plu, ou tout simplement parce que l'étamine n'a pas réussi à le pousser, va être à l'origine de ce qu'on appelle ensuite la coulure. Ça, c'est fin mai, début juin, c'est au moment où les fleurs sortent. C'est ça. C'est-à-dire à un moment où la grappe ne peut pas se développer de manière harmonieuse. Donc l'abeille qui vient polliniser, parce que c'est pas qu'elle se dit la vigne est interdite. Il se trouve que l'homme a voulu rendre la vigne autofertile. Je rappelle quand même que la vigne sauvage, elle n'est pas autofertile. Donc c'est la nécessité de la rendre autofertile parce que tout autour, on avait supprimé la biodiversité. Donc l'abeille va venir pour pouvoir prendre ce pollen et elle va favoriser donc le saut de ce capuchon floral. Et c'est là où effectivement Nicole peut constater, comme beaucoup d'autres viticulteurs qui se sont lancés dans l'appréciation des abeilles, peut constater une augmentation de la productivité. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on a plus de grains, tout simplement, sur une grappe. Alors, le deuxième point, c'est parce qu'il y a eu cette pollinisation, on va retrouver dans le grain de raisin les 4 pépins qu'il doit, en principe, toujours contenir. Et vous verrez que lorsqu'une pollinisation n'est pas complète, on retrouve très souvent 2 pépins. Et ça, c'est moins bien. Pourquoi ? C'est moins bien, c'est-à-dire que plus elle a de pépins, plus le grain va se développer, et plus il va donner toute sa force, et plus il va donner la force du terroir grâce, encore une fois, à tout ce qui aura été fait sur le sol. Pour le sol, bien entendu qu'elle est importante. Le cycle de la vie dépend de l'abeille. Et on sait bien que la biodiversité est indispensable pour l'équilibre des écosystèmes. On sait bien que cette biodiversité va fournir en fait tous les éléments qui sont nécessaires dans le sol, que ces éléments qui vont être détruits par les micro-organismes vont donner les minéraux qui vont favoriser le développement de la plante, puis de la fleur, et renourrir l'abeille. C'est le cercle vertueux de la vie qui existe, je vous le rappelle, depuis, avec les abeilles, plus de 200 millions d'années. Donc ça date pas d'hier. Le deuxième point qui est important, c'est que l'abeille est une véritable sentinelle de l'environnement. C'est-à-dire quand elle construit sa ruche, quand So bees are real sentinels in the environment. So when it creates the hive, when it gets lorsqu'elle va the wax that they create themselves, when the bees are going to just get that wax and put it in the hive, they will be able to imprison within that fat matter pretty much everything you can find in the 250 produits nocifs qui pourraient se retrouver emprisonnés dans cette cire. On a un tableau extrêmement précis et indiscutable, puisque c'est l'abeille qui l'a rectifié. C'est pas qu'on a été faire un prélèvement justement derrière la petite haie. On a un tableau réel de tout ce qu'on retrouve dans l'environnement, et en particulier les produits qu'on a utilisés. On voit leur présence, on voit également leur pérennité. Et ça permet pour des directeurs d'exploitation de pouvoir avoir régulièrement, grâce à ces prélèvements, une idée des actions qu'ils mènent. C'est une bibliothèque de produits chimiques, de pollution, la cire. Quand on va voir qu'un produit est trop présent et qu'il a une pérennité trop forte, on va peut-être se dire on va diminuer. Et en le diminuant, on va voir le véritable constat qu'il va y avoir. Et puis ensuite, le troisième point qui est important provenant des abeilles, je vous rappelle quand même que tout est dans la nature. Aujourd'hui, la première chose qu'on devrait avoir, c'est tous ensemble, en permanence, des conversations avec la nature. La nature, c'est la plus grande bibliothèque qui existe, qui nous donne toutes les réponses. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas les lire. Mais dans la nature, il y a ce qui s'appelle la propolis, qui est une résine récoltée par les abeilles sur les arbres, sécrétée par l'abeille, et qui se trouve être considérée comme un des plus forts antiseptiques. On l'étudie beaucoup aujourd'hui dans nos travaux avec la faculté de pharmacie de Marseille sur l'antibiorésistance. Je vous rappelle que c'est 5 millions de morts. Le Covid, c'est 3,5 millions. L'antibiotique, l'antibiorésistance, on n'en parle pas, mais c'est présent, c'est important. Et puis, c'est en même temps un formidable antifongique. Et aujourd'hui, avec David, que j'ai aperçu, qui est le jardinier en chef de la Chassagnette, on fait des expérimentations sur le traitement des cultures avec des produits totalement naturels,
du bicarbonate, donc du sel, et de la propolis, et on s'aperçoit qu'on arrive à réduire de 3 semaines l'apparition des champignons. Et on fait la même chose, effectivement, aussi sur les vignes. Quel que soit le terroir, quelle que soit la terre, le cépage, le climat, ou ça c'est purement théorique sur une parcelle test? Alors, encore une fois, il faut être extrêmement humble, parce que dès qu'on est face à des produits naturels, on n'arrive bien entendu pas à reproduire une répétitivité parfaite. Mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui, et je reprends ce que vous avez souvent dit, Monseigneur, à chaque fois, les leviers existent. Donc aujourd'hui, tous ces leviers, il faut les tester. Il faut avoir effectivement des partenaires, et merci à Moitensi et à ces différentes marques de pouvoir jouer dans cette action de recherche. Merci à Nicole pour tout ce que tu fais également. Mais aujourd'hui, on est à un moment où il faut commencer à mesurer, donc à faire des vraies opérations et s'engager à dire, ben voilà, moi, Frédéric, dans 1 an, je m'engage à vous dire quels ont été les résultats des tests qu'on a faits. Et je voudrais juste dire une chose, le grand public a besoin de ça. Le grand public a besoin de lui dire, nous pouvons tous agir. Et pour qu'on agisse, il faut qu'on connaisse. On ne protège que ce qu'on connaît. Ça, donc lisons, il y a des tonnes de choses. Nous, c'est formidable, on est tous ensemble, mais on connaît tous ce sujet. Donc l'important, c'est de savoir qu'on est convaincu qu'on va essayer de faire changer les choses. Il faut maintenant que tous les citoyens qui nous entourent aient cette même conviction. Donc c'est la connaissance, donc la sensibilité. Et ensuite, encore une fois, tu comprends les choses, à ce moment-là, tu agis. C'est ce que vous faites, Clara Ami. Faire comprendre. Quelle solution, quoi faire, comment faire pour attirer les abeilles, les pollinisateurs, les insectes, la biodiversité? Concrètement, on fait quoi quand on a une parcelle de vigne ou une parcelle agricole quelconque? Vous travaillez avec les agriculteurs, avec des viticulteurs? Vous travaillez avec Moët & Chandon? Oui, il y a plusieurs solutions. Alors nous, on est persuadés que c'est déjà la première problématique, c'est la ressource alimentaire. Il faut absolument jouer là-dessus. Que les abeilles n'aient pas faim. Donc il leur faut des fleurs. C'est ça, il faut des fleurs. C'est vraiment ça, et sur vraiment toute la saison. Et là, typiquement en vignoble, on a fait des tests sur les interrants avec des semis en interrants, avec des couverts de légumineuses. On a fait des tests aussi sur des parcelles en repos, puisque Moët & Chandon arrache ses vignes sur un temps quand les parcelles deviennent trop vieilles, et sur 3 ans, les terres sont en repos. Donc on profite pour mettre des couverts de légumineuses, par exemple, pour tout ce qui est notamment les abeilles à langue longue, donc c'est-à-dire les abeilles domestiques, les bourdons et autres abeilles sauvages. Et après, on a beaucoup travaillé aussi sur l'existant, c'est-à-dire tous les habitats qui étaient déjà présents sur le territoire. Donc ça peut aussi se travailler soit en milieu viticole, soit en milieu agricole, sur tout ce qui est haies, bosquets, lisières. Et en fait, c'est travailler dessus pour voir le potentiel que ces habitats peuvent avoir, et après donner des mesures de prévention pour déjà garder ces habitats-là dans le territoire, et après réussir à créer des corridors écologiques entre chacun de ces habitats-là, pour qu'ils puissent avoir des mailles en fait. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que dans le vignoble, tout ce qui était bord de chemin, bord de route et les talus, notamment si on fait de la fauche raisonnée au niveau des talus, ça crée justement ces petits corridors où les espèces peuvent du coup migrer, se reproduire et en même temps trouver de la nourriture sur toute la saison. Et du coup, on a effectivement beaucoup travaillé sur l'existant et sur des mesures raisonnées sur certains habitats du coup. Des talus, Véronique Bonnet, des prairies, des bords de chemin qui ont beaucoup disparu en Champagne depuis 30 ans. Il doit y en avoir 50% qui ont disparu. Ça consiste en quoi, cette nouvelle viticulture? C'est une viticulture bocagère, fleurie. On met des haies, des bosquets, on préserve des zones humides, on fait un bocage dans de la monoculture. Quelque part, oui, c'est effectivement, on a pris conscience aujourd'hui que cette monoculture, finalement, on est arrivé au bout du bout, et que effectivement, plus on aura des paysages diversifiés, plus l'écosystème et cette notion de territoire sera riche, et j'ai envie de dire, on retrouvera tous ces liens-là. Donc c'est vraiment travailler sur ce sujet-là. Ça consiste finalement à un changement de paradigme, parce que on avait plutôt, j'ai envie de dire, une appréhension très agronomique de nos vignobles jusqu'à finalement peu de temps. On était vraiment focalisé sur la gestion de nos parcelles, parce qu'il y a quand même un vrai challenge à faire aussi évoluer les pratiques dans les parcelles viticoles. Et aujourd'hui, quelque part, on élargit la vision en se disant, finalement, ces parcelles viticoles, elles sont dans un territoire, j'ai envie de dire en Champagne, on a les forêts qui surplombent le vignoble, la plaine, et tout ça, ça doit être connecté, parce que sinon, finalement,
on est vraiment dans cette notion de monoculture. Donc c'est vraiment réintroduire de la diversité, parce qu'effectivement, on se rend compte que dans tous ces aménagements interstitiels, ces talus, ces friches, ces jachères, justement, c'est des réservoirs de diversité et c'est important. Donc, ça change tout finalement quand on prend conscience de ça. Et aujourd'hui, finalement, l'enjeu, il est aussi de regarder finalement le paysage, le vignoble, avec un autre regard, non plus uniquement focalisé sur les parcelles viticoles, mais finalement dans son ensemble. Donc c'est effectivement recréer du territoire, et c'est vraiment toute la démarche que la Maison Mouette est en train de mettre en place sur cette recréation de corridors écologiques pour vraiment connecter les milieux, depuis la forêt, les coteaux viticoles jusqu'à la plaine, et pour que tout ça soit connecté. Une viticulture finalement transparente que l'on ne voit plus dans le paysage tellement elle y est intégrée. Quelque part, oui. Eh ben voilà, j'ai trouvé votre formule pour votre communication. Alors je ne sais plus de combien de temps il me reste. Ah mais ça va, ça va. Y a-t-il des questions, tiens? Des questions, des remarques? Alors il vous faudrait un micro, le micro va arriver. Non, le micro est là. Au cas où. Merci. C'était une question par rapport au fait qu'il existe un plan de lutte contre la flavescence dorée en France qui peut imposer aux viticulteurs des traitements obligatoires insecticides. Et du coup, par rapport au sujet de cet atelier, je me demandais si ça pouvait pas se montrer un peu contre-productif de tout mettre en œuvre pour attirer des insectes sur les parcelles viticoles, alors que le viticulteur peut se voir imposer un traitement insecticide qui est souvent pas très sélectif. Excellente question, merci Nicole Rollet. Est-ce que c'est pas la boîte de Pandore, enfin qui veut prendre le micro, la boîte de Pandore, d'attirer les insectes? On peut avoir des insectes fort peu plaisants. Madame Bonnet. Je veux bien prendre le point, parce que donc, effectivement, la question est très très pertinente, et justement tout l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que la flavescence dorée soit finalement cantonnée, et qu'on soit capable de vraiment faire en sorte de cantonner les quelques pieds de flavescence qui peuvent survenir, de vraiment les cantonner et de prendre le sujet à bras le corps. Donc ce qui veut dire véritablement une mobilisation collective pour aller vraiment détecter ces pieds. C'est de la prospection, c'est un travail titanesque et faramineux, mais l'enjeu, il est phénoménal, parce qu'effectivement, en travaillant ainsi en préventif, ça évite effectivement d'avoir recours à des traitements insecticides qui finalement viennent gâcher tout le travail qui est mis en place. Donc effectivement, et c'est pas simple de faire prendre conscience à nos partenaires, nos vignerons, que l'enjeu, il est vraiment de taille, ne serait-ce que pour la pérennité du vignoble en tant que tel, mais aussi pour tout l'environnement. Donc oui, c'est effectivement un vrai sujet. Oui, ça veut dire que la viticulture, cette viticulture-là, est connectée avec les aléas de la nature, donc ça rend le travail compliqué quand même. C'est pas simple comme ça l'était avant, où on labourait, on balançait des produits chimiques. Là, il faut faire avec la nature, il faut l'observer tout le temps, Thierry Dufresne. D'où l'intérêt de faire ces fameuses analyses de l'environnement. Parce qu'au début, pour pouvoir faire revenir l'ensemble des pollinisateurs, il y aura la nécessité de commencer à faire venir les abeilles sociales. Et si on s'aperçoit que l'environnement n'est pas sain, je peux vous assurer qu'aucun amoureux de la nature ne prendra la décision d'organiser un grand génocide d'abeilles au sein des domaines viticoles. Donc les deux vont ensemble. Il y a des décisions, il y a des responsabilités à prendre pour se dire qu'à partir du moment où on veut remettre en place la biodiversité, il doit y avoir en parallèle un respect des bonnes pratiques. Madame Rollet. Je pense qu'on ne peut pas faire ça sans le gouvernement qui suit, après que ce soit au niveau de l'OIV, des appellations, etc. Et que sa question est très pertinente, parce qu'il y a ce que nous on appellerait en Amérique un disconnect, je sais pas, une déconnexion entre des directives qui arrivent et le travail qui se fait dans la terre. Et je pense que j'ai réfléchi c'est peut-être mon côté un peu américain, mais aujourd'hui, concrètement, dans cette séance, quelles sont les choses que chacun de nous peut faire et doit faire pour essayer de changer ce problème qui est récurrent, pas seulement avec les abeilles. Et donc, c'est sûr que les vignerons, eux, ont beaucoup de responsabilités. Ils peuvent déjà faire pression sur les appellations. Je sais que chez nous, je suis en partie sur le Ventoux, et il y a une transformation. Depuis 2 ans, le Ventoux qui s'est mis à fond dans protection de la nature, etc. Et ça, c'est très utile, mais avant, c'était extrêmement compliqué de les faire écouter. Mais on peut se retrouver déjà entre nous, on peut essayer de faire des réseaux de
de pression, d'échange d'informations, etc. Mais ensuite, il y a la personne au milieu, entre nous et le consommateur, qui, elle ou lui, peut et doit poser des meilleures questions, exiger plus, mieux comprendre, être ici comme beaucoup le sont, et arrêter les mêmes discours qu'on a eu dans le passé qui parlent seulement de si le bois a été utilisé pour faire ce vin, etc., et parler beaucoup plus de ces sujets-là. Et ensuite, il y a le consommateur qui, lui ou elle, doit absolument exiger de boire des vins où il n'y a pas eu ce genre de situation terrible. Et finalement, par contre, les régulateurs, le gouvernement, sans eux, on ne peut pas changer ça. Comment on fait, nous, ici, aujourd'hui, dans les 24 heures qui nous restent, pour être sûr qu'on peut tous véhiculer ça pour arrêter ce problème-là spécifiquement. Si chacun de nous écrit une lettre à un élu ou quelque chose, peut-être ça peut déjà aider. La bonne nouvelle sur les abeilles, c'est que les élus écoutent sur les abeilles. Autant vous leur parlez de micro-organismes, etc., miaou, parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne peuvent pas parler à leurs électeurs. Alors ils ont une pression des lobbies, etc., bien sûr, mais ils ont aussi un électorat et ils leur doivent des initiatives, etc. Quand on parle à l'électorat d'abeilles, ils écoutent et le consommateur écoute. Quand on leur parle du reste, c'est très spécifique, c'est des viticulteurs, etc. Et hop, on ignore. Donc peut-être sur cette question-là, il faut y aller spécifiquement par le biais de l'abeille parce que sinon, ça n'intéressera pas les gens pour essayer de changer ces lois. Mais ça veut dire qu'il faut modifier les appellations d'origine pour interdire l'usage de certains produits, pour faire du préventif, pour travailler avec les abeilles. Il faudrait que ce soit inscrit. Sinon, on va se retrouver dans la situation qu'il a décrite, où on reçoit une directive qu'il faut absolument, parce qu'on a une flavescence dorée aujourd'hui, on a une autre chose demain, qu'il faut mettre des produits insecticides et on se retrouve au point zéro. D'accord. Claire Amy, vous travaillez avec le monde agricole. C'est une peur, ça, du monde agricole, la question de monsieur. Les agriculteurs vous disent ah oui, mais non, mais si je travaille avec la nature, je vais avoir plein de parasites, je ne vais pas savoir m'en défaire. Alors, oui, en tout cas, dans le monde agricole, globalement, il y a souvent cette peur qui est présente. Par contre, il y a beaucoup chez les jeunes, chez les jeunes agriculteurs, même viticulteurs, il y a un changement dans les mentalités. C'est-à-dire de quel ordre ? Ils commencent à percevoir l'environnement pas comme une menace, mais comme une aide, en tout cas pour eux, pour améliorer dans leur culture, pour eux, ils comprennent en fait le lien, ils comprennent à comprendre entre ce que l'environnement peut les aider et eux au niveau charge pesticides, insecticides et le rôle notamment des auxiliaires. Et ils commencent à comprendre et à vouloir mettre de nouvelles installations, en tout cas dans les exploitations. Mais je trouve que c'est encourageant parce que les mentalités commencent à changer, particulièrement chez les jeunes qui arrivent maintenant en tout cas. Y a-t-il des questions ? Oui. Alors moi, je ne savais pas grand-chose sur les abeilles. J'avoue que je suis sûr que vous êtes modeste. En fait, non, mais là, j'apprends quelque chose qui est absolument incroyable. Enfin, la meilleure nouvelle de la journée, en ce qui me concerne, c'est quand même avec des abeilles. Donc, si j'ai bien compris, on peut aller jusqu'à 30% de plus de rendement. Et en plus, c'est bon pour la biodiversité. Donc, on coche toutes les cases. Si en plus vous nous dites qu'elles absorbent un peu de CO2, là, on aura tout gagné. Mais comment est-ce possible que... Enfin, je travaille dans cette industrie depuis longtemps. Je ne l'avais jamais entendu. Je suis certes pas les pieds dans la vigne tous les jours, mais c'est vraiment... Enfin, est-ce que c'est réplicable que sur des petites surfaces ? Est-ce qu'il y a des implications dont on n'a peut-être pas eu le temps de parler là, qui font que ça ne peut pas se généraliser ? Mais enfin, pour moi, c'est une bombe positive extraordinaire, en tout cas. Autrement dit, est-ce que Ruinart va devoir acheter des ruches pour augmenter sa production? Mais justement, j'ai commencé une bibliographie où j'ai compilé de la recherche existante publiée sur les sites scientifiques que je suis très contente de partager avec vous, avec tous ceux qui sont intéressés, et que ça aille dans les deux sens, que vous, quand vous avez accès à de l'information ou de la recherche, s'il vous plaît, pour l'instant, vous me l'envoyez. C'est pas à moi, en gérant mon vignoble, ou même avec mon autre casquette qui est de gérer le RNI Global Institut pour le futur des grands vins avec Pauline, d'avoir toutes les réponses à toutes ces questions. Mais il faut commencer quelque part. Je crois que quand on est de Moët Hennessy, on a tellement d'accès à tout le monde, tout ce que vous faites, tout le monde écoute, tout le monde fait. C'est une position exceptionnelle et vous utilisez le pouvoir que vous avez d'une manière vraiment que j'admire. Mais quand on est petit, je pense que c'est mieux de choisir une ou deux choses où on peut vraiment faire une différence. Je dis toujours aux gens,
personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. Et dans mon cas, je veux bien me faire volontaire au niveau des abeilles. J'accumule cette recherche, je la rediffuse. Et maintenant, grâce à l'association qu'on est en train d'établir avec Thierry et la recherche avec UC Davis et d'autres, on va pouvoir, j'espère, diffuser beaucoup plus ça. Mais s'il vous plaît, commençons-nous dans notre petit à échanger des informations. Et surtout, mettez-nous en communication avec d'autres vignerons qui veulent travailler sur ces sujets, s'il vous plaît. Je vous donnerai mes coordonnées. Mesdames, Messieurs. Moi, j'avais... Monseigneur, auriez-vous une question? Je n'ose vous lancer sur la question du vin. Je ne sais pas si il y a du vin modégasque. Je suis ignare en la matière. Il y a eu une petite vigne éphémère pour les 150 ans de la Société des Vins de Mer sur la place du Casino. Il y a eu... c'était très petit, hein. Il y a eu qu'une vingtaine de bouteilles, je crois. C'était de la clairette, hein. Mais c'était pour marquer l'anniversaire. Donc, puisqu'on a produit du vin, même éphémère à Monaco, on est parmi les pays producteurs de vin à la Cité du Vin à Bordeaux. Hein. Donc, si vous voyez l'ensemble des pays du monde qui produisent du vin, il y a une bouteille de vin de Monaco. Voilà. Non, mais écoutez, je suis très heureux d'abord d'être ici et de pouvoir vous écouter. Bon, il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà grâce à Thierry Dufresne et à ce formidable, sa formidable initiative qui prend une ampleur extraordinaire. On est très heureux de l'accompagner modestement avec la fondation que j'ai créée. Mais ce sont des vrais messages, je crois, que l'on peut emporter avec nous aujourd'hui, même si on les connaissait déjà. Mais mais c'est cette notion d'écosystème qui peut être bénéfique pour tous. C'est ça, c'est de maintenir cet équilibre, quel que soit ce qu'on veut faire en matière d'agriculture, mais plus pour la vigne. Mais je crois que c'est cette notion de maintenir des écosystèmes en équilibre et de recréer cette biodiversité qui est absolument essentielle pour tout ce que l'on veut faire et pour notre futur. C'est absolument essentiel. Est-ce que, question que je pose à tous et à toutes, est-ce que le fait de faire venir la biodiversité, notamment, excusez-moi madame. Ici, pardon, je voulais juste enfoncer un petit peu le clou par rapport à ce que disait Monseigneur. C'est aussi un rapport par rapport à la flavescence dorée. En fait, parfois, ça vaut la peine de prendre du recul et de se regarder, mais en fait, d'où vient cette bête ? Et quels sont les prédateurs naturels? Et en fait, il y a des prédateurs qui sont des oiseaux, des mantes religieuses, des araignées, etc., qui chassent en fait la cicadelle. Et ça fait rappel à quoi ça sert la biodiversité dans son vignoble. Et en fait, tous ces animaux-là qu'aujourd'hui on a un peu oublié à regarder et à considérer comme les amis de la viticulture, il faut le remettre au centre parce que c'est les amis aussi indirectement de l'abeille. Parce que si les autres font bien leur travail avec la cicadelle et la maintiennent à un niveau très bas, on n'aura pas à traiter la vigne. Donc toutes ces choses, en fait, elles se interconnectent entre elles. C'est des thématiques qu'il ne faut jamais regarder séparément, mais toujours ensemble, toujours regarder ce qui va autour, qu'est-ce qui peut m'aider à mieux faire mon travail. Et en même temps, ça oblige un pilotage très fin entre parasites et antiparasites et faire attention à ce que le développement d'un antiparasite ne devienne pas lui-même un parasite. C'est compliqué de travailler avec la nature. J'avais une question. Est-ce que travailler avec la nature, est-ce que améliorer la qualité des sols, ça améliore la teneur des sols en eau, ça améliore la résistance du vignoble au changement climatique? Est-ce qu'on peut le mesurer? Madame Bonnet, peut-être? Est-ce qu'on peut le mesurer? Oui, c'est effectivement, en tout cas, ça améliore. On sait qu'effectivement, des sols qui sont plus riches, notamment en matière organique, c'est des sols qui vont effectivement avoir une meilleure capacité à retenir l'eau et qui, du coup, permettra d'avoir une meilleure alimentation des plantes et, en l'occurrence, de la vigne. Ce qui est aussi important, c'est la bonne portance des sols et en tout cas la bonne santé, notamment d'éviter, les phénomènes de compaction, parce que plus un sol est compacté... Donc pas de tracteur, quoi. Pas de tracteur, effectivement, c'est vraiment d'essayer d'arriver
d'arriver à protéger nos sols parce que c'est le capital qui va nous permettre d'avoir, j'ai envie de dire, la résilience de nos cultures et c'est vraiment la clé de tout. Et on s'en rend déjà compte, même en Champagne, j'ai envie de dire, qui n'étaient pas habitués à gérer des périodes de stress hydrique. On voit qu'aujourd'hui, on a des problématiques. On a connu des années où finalement, on avait des problématiques qui étaient très méridionales. Et effectivement, ça va être des sujets d'importance. Donc oui, il est très, très important. Et on a effectivement des moyens d'agir sur la teneur en sol, sur la teneur en matière organique. Mais effectivement, limiter la compaction, c'est aussi un sujet clé pour nous. La conservation des sols, les couvrir, ne plus y toucher, ne pas les compacter. Monseigneur. Oui, j'avais juste une... ça peut être une question aussi, mais je sais qu'il y a des vignerons à Bordeaux qui sont en train de revenir à des anciens cépages qui avaient disparu et qui s'avèrent être plus résistants au changement climatique que d'autres. Est-ce que c'est le même cas dans d'autres régions, par exemple en Champagne ou ailleurs? Merci. Tout à fait, oui, ça fait exactement partie aussi des sujets qu'on explore. Donc on a effectivement parlé beaucoup de biodiversité, mais n'oublions pas aussi qu'en viticulture, on a aussi une biodiversité majeure qui est celle des cépages, des porte-greffes. Et aujourd'hui, on a effectivement, on a eu une époque où on a tout concentré, notamment en Champagne, on avait quasiment un seul porte-greffe, quelques clones de chardonnay, de pinot noir, de meunier. Aujourd'hui, on est en train de revisiter tout le sujet du matériel végétal parce que là encore, ce sera la clé de l'adaptation des années à venir. Donc c'est la question du choix des porte-greffes et notamment de porte-greffes qui sont capables d'aller puiser avec leur système racinaire de manière plus en profondeur pour finalement aller chercher l'eau là où elle est. Mais c'est effectivement de trouver, et on est en train également de travailler sur des sélections antérieures à l'arrivée des clones pour vraiment préserver la diversité au sein de nos cépages. Donc on a également beaucoup de leviers à actionner. Je ne vous oublie pas, Madame Rollet. Question de Gilles Dabonnel. Oui, moi j'ai été très sensible et ça me touche beaucoup ici d'entendre la proposition que vous faites, Madame, de partager la connaissance au-delà des clivages concurrentiels. Je crois que c'était l'objectif de ce moment. Donc on est aussi en écosystème, hein, comme les pollinisateurs. J'ai une petite question un peu perfide, quoique, mais dans cet écosystème, il y a aussi tous ceux qui vous vendent des produits, des fongicides, des insecticides. Que disent ces industriels? Quelles sont les relations que vous avez avec eux? Non, mais parce que ils sont forcément en mouvement aussi. Voilà, c'est une question qui me taraudait. Où est-ce qu'en est l'industrie chimique dans les propositions qu'ils peuvent vous faire aujourd'hui pour bouger eux-mêmes et pour avancer? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Mesdames Bonnet-Rollet, question compliquée. Ouais, c'est une question compliquée, mais vraiment tout à fait candide. Tout à fait candide, en moins d'une minute. Est-ce qu'on a des relations, en tout cas? On a des relations parce que quelque part on se tient au courant et c'est important. Enfin, j'ai envie de dire sur un sujet avec de tels enjeux, c'est important finalement de ne pas occulter finalement des partenaires et j'ai envie de dire toute l'information, elle est bonne à prendre d'où qu'elle vienne. En tout cas, c'est important de s'éclairer. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie classique de la phytopharmacie a tendance parfois, quand même souvent, à ressortir des choses plutôt sorties du passé. La partie innovation, bon, il y en a. Oui, il y a le développement du biocontrôle, mais on sent qu'il n'y a pas énormément d'innovation à venir. En tout cas, les années qui viennent, on sent que... On va dire que c'est un milieu conservateur, un peu inertique. Un peu inertique. Et après, je pense que ça pose la question de, finalement, c'était tellement simple par une époque que la recherche a forcément pas beaucoup investi ces questions-là de re-questionner. Donc, il y a tout un sujet, mais il y a matière à explorer. Hein. Madame Rollet. Allez, 20 secondes. Nous, on a arrêté, quand on est arrivé il y a 25 ans, on n'a pas utilisé jamais de produits chimiques, donc on n'a pas eu ce genre de dialogue en direct. Par contre, en général, je pense qu'ils sont en train de se poser des questions, mais la viticulture en France ne fait que 16% de l'agriculture et l'intérêt pour eux c'est vraiment les grands volumes sur les autres endroits, mais le problème qu'on a nous c'est qu'on est vraiment une vitrine pour le consommateur. Nous sommes les seuls qui avons vraiment l'oreille du consommateur parce qu'on est en B2C et tous les autres agriculteurs n'ont pas ça. Donc je pense que
à leur place, ils se concentrent de surtout pas perdre les parts de marché et de ce qui se passe dans les autres formes d'agriculture. Merci mesdames, merci Thierry. Juste un mot. J'aurais voulu terminer avec vous, Clara Ami, allez voir son site, le réseau Biodiversité Abeilles, et puis ce que vous faites, notamment l'opération Coup de pouce, que je trouve remarquable et intéressante. Et puis j'aurais voulu que vous me parliez de la moutarde anti-nématode tardive. Mais peu importe, non, c'était juste, ça m'a... Voilà, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Merci à tous, merci à toutes.